La dernière fois, nous avions terminé avec cette diapositive où on avait vu qu'un des premiers facteurs de réveil de l'Europe ces dernières années était lié à cette irruption d'une pandémie complètement inattendue qui a été la pandémie de la Covid. Et ce qui est intéressant, c'est de noter comment, alors que chaque gouvernement pris séparément était un peu désemparé devant ce phénomène, comment, en joignant des efforts dans le cadre de l'Union européenne, eh bien, il y avait eu à la fois une réponse de santé publique et une réponse économique avec un budget considérable pour relancer donc l'économie des différents pays européens avec 750 milliards d'euros. Alors, nous entrons toujours dans cette phase, peut-être c'est pas mal d'ailleurs, je fasse un tout petit rappel. Au départ, donc, sur ce grand thème de questions géopolitiques européennes, je vais commencer en vous disant 4 petites notes du propos introductif. La première, c'est de dire que l'Asie qui nous a mobilisés pendant 2 ans, on l'a laissé momentanément de côté, mais ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne sera pas amené à y revenir, tout simplement, parce que l'Union européenne est intégrée dans ce vaste processus de mondialisation. Le deuxième point, c'était s'apercevoir que l'Europe, certes, nous la connaissons, mais que ce n'est pas inutile de se remettre en mémoire quelques éléments, aussi symboliques que les drapeaux par exemple, mais aussi d'avoir idée de combien nous sommes, la production de l'Europe. Le troisième point, vous vous souvenez de la petite note, c'était est-ce que pour nous, Européens, l'Europe est un territoire d'appartenance ? Et on avait vu à travers quelques commentaires et une carte que la réponse n'était pas tout noir ou tout blanc, elle était un petit peu dans les nuances, on va dire. Et puis le quatrième item de cet avant-propos, c'était à partir d'une grande question, est-ce que l'Europe est en train de se réveiller ? Ce qui voudrait dire qu'elle a un peu somnolé pendant les années antérieures, et je vous avais montré que ce n'était pas tout à fait faux, mais que ce n'était pas tout à fait vrai non plus, quoi. C'était toujours un petit peu dans la nuance. Et parmi les points du réveil européen, nous avions noté la question où l'Europe s'est retrouvée face à quelque chose là aussi d'assez inattendu qui a été le Brexit. Puis, dans un deuxième temps, on a vu comment l'Europe avait su organiser une réponse par rapport à l'épidémie de la Covid. On en arrive à un troisième point de réveil de l'Europe, qui est la guerre en Ukraine. Alors avant d'entrer directement là maintenant dans le sujet, il y a un point peut-être où on va avec cette vaste introduction. Alors, pas de panique, on va s'y retrouver. Donc après ces points qu'on a rappelés, on va continuer à bien poser un certain nombre de grandes questions et une problématique liée à notre sujet. On va également définir les sujets sur lesquels nous allons travailler. Et puis, on terminera cet moment introductif avec un mode de questionnement que j'aime bien chez un auteur que certains peut-être parmi vous situent. On le voit quelquefois dans des émissions comme C'est dans l'air, qui s'appelle Jean-Dominique Giuliani, qui est le président de la Fondation Robert Schuman. Et je me suis un peu inspiré de ses écrits pour montrer un certain nombre de manières d'organiser des questionnements sur ce qui va nous retenir pendant toute la période où on va travailler sur l'Union européenne. Voilà. Rendons donc à Giuliani ce qui lui appartient. C'est un très bon auteur. Après donc tout ce moment-là, eh bien, on entamera un passage un peu obligé. Alors, est-ce qu'il sera, à vos yeux, aussi intéressant, moins intéressant, ça vous en jugerez, qui est la nécessité, comme c'était annoncé dans le document de présentation sur la brochure de l'UTL, on sera amené à faire un retour pour essayer de voir quelles ont été les étapes de la construction européenne. Si on n'a pas un certain nombre d'étapes en tête, c'est parfois un peu difficile de bien cerner les questions d'aujourd'hui. C'est pas pour le plaisir de faire de l'histoire. D'abord, je suis pas historien, j'aime bien ça, mais enfin, c'est pas vraiment mon domaine. Mais en même temps, ce qui se vit sur le temps long dans des institutions est certainement une bonne manière d'éclairer les problématiques actuelles.
D'accord? Alors ça va nous prendre pas mal de temps cette année, mais bon, on va prendre le temps puisque je vous ai annoncé au tout début que normalement, nos rendez-vous seraient sur 2 ans. Quelle chance pour moi, hein. Alors, élément du réveil de l'Europe, c'est incontestablement, et là on va pouvoir passer assez vite, non seulement parce que c'est des sujets que, à travers toutes les informations qui ont été publiées, vous connaissez déjà bien. En plus, il y a eu un atelier Ukraine dans le cadre de l'UTL. Alors, un petit rappel. 24 février, donc 22, hein, donc c'est pas si vieux que ça, 16 mois à peu près, un peu plus, 18 mois maintenant, les troupes russes qui pénètrent en Ukraine. Et ce qui est très caractéristique, c'est dès pratiquement ce jour-là, c'est que cette tentative d'invasion, eh bien, incontestablement, elle va souder les pays de l'Union européenne. Ce que M. Poutine n'avait pas du tout escompté. Il pensait qu'un certain nombre d'États, bon, on pouvait penser à la Hongrie de Viktor Orban ou d'autres, finalement se désolidariseraient d'une politique d'unanimité à 27 pour se rapprocher de Moscou, d'autant plus que l'essentiel de leurs ressources énergétiques venait de là. Eh bien, pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé, quelles que soient les vicissitudes tout à fait actuelles. La semaine dernière, je pense évidemment aux élections en Slovaquie, mais jusque-là, l'Union à 27 a fonctionné. Elle a fonctionné dans l'élaboration de sanctions, dont on sait que sur le temps long, elles ne sont pas très probantes, parce qu'il y a toujours des manières de les contourner. C'est un moyen de ralentir peut-être l'effort de guerre russe. Et cette Union européenne, soudée encore une fois, elle va apporter quoi? Un appui politique, un appui militaire, un appui financier et un appui humanitaire à l'Ukraine. Alors à des degrés divers, c'est vrai que par exemple dans la dimension humanitaire, compte tenu de la proximité géographique, un pays comme la Pologne a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens, c'est exact, hein, ou l'Allemagne a une plus forte raison, même si elle est un tout petit peu plus éloignée. D'autres ont plus axé l'effort sur de l'effort financier et politique, bon, avec parfois un tout petit peu de tâtonnement au début, et puis également sur le soutien militaire, lequel soutien militaire n'est pas évidemment à la hauteur de celui accordé jusque-là par les États-Unis. Si on regarde les grandes masses financières, si on cumule toutes ces dimensions, politique, militaire, financier, humanitaire, l'Union européenne n'est pas tellement éloignée de l'effort américain, pas tellement. Par contre, l'effort américain est beaucoup plus sur le plan militaire. L'effort européen, par exemple, ça va être pour soutenir le budget ukrainien qui est exsangue, hein, ne serait-ce que, par exemple, pour payer ses fonctionnaires. Hein. Alors voilà, donc une unanimité, et là, je le remets encore, là où le président Poutine escomptait des divisions rapides. Alors les choix de l'Union, et ce qui frappe les observateurs, c'est que ça s'est déroulé pratiquement dans les jours qui ont suivi l'agression russe. Donc dans des délais, pas du tout les atermoiements que parfois dans d'autres domaines on peut connaître à Bruxelles. Là, ça a été une réponse rapide, unitaire, aussi bien dans l'analyse de la situation, comprendre ce qui se passait, que dans la prise de décision. Alors on peut le voir notamment dans l'aide militaire, je l'ai déjà indiqué. On peut le voir dans un autre domaine, alors là où les analystes et économistes, je suis un peu plus dans mon secteur, n'y croyaient pas une seconde. Pas une seconde, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une véritable rupture dans un temps court vis-à-vis de la dépendance énergétique russe. Personne n'y croyait à ce moment-là, que ce soit possible. Or, c'est ce qui s'est globalement passé, même s'il y a encore aujourd'hui du gaz russe qui parvient en Europe, c'est clair. Hein, mais en tous les cas, sortir de ce niveau de dépendance pour trouver des solutions alternatives, gaz de schiste américain qui fait du GPL, c'est pas la source principale, un peu vers quelques pays du Golfe. La source principale, c'est curieux, les médias en ont assez peu parlé, peut-être vous savez d'où elle vient. Il y a un pays d'Europe qui est un pays extrêmement riche,
qui est la Norvège, exactement. La Norvège qui a accumulé, grâce à sa rente d'hydrocarbures, eh bien, un fonds public de placement qu'aucun autre pays au monde n'a à une telle dimension. Et la politique assez vertueuse de la Norvège, c'était de se dire « ne gaspillons pas cette ressource, donc on va modérer notre production pour qu'elle soit accessible pendant un temps long, et comme ça, eh bien, notre montant de notre fonds public continuera à engranger des ressources qui serviront aux générations futures. » Vous comprenez à peu près la logique, hein ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que depuis quelques mois, la production, en particulier pour le gaz norvégienne, mais a fait un bond absolument considérable. C'est-à-dire là où on s'approvisionnait naguère en gaz russe, le principal substitut aujourd'hui, c'est du gaz norvégien. Comme c'est en mer Noire, il y a aussi un peu de gaz qui vient de champs situés dans la zone hollandaise et un peu dans la zone écossaise, du Royaume-Uni, on va dire, mais qui est effectivement en Écosse. L'affirmation politique, ça aussi, ça joue un grand rôle pour traduire cette unité européenne. Cette affirmation politique, eh bien, elle a été exprimée assez tôt, pratiquement 4 mois après l'invasion, et le Conseil de l'Union, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ces deux pays, l'Ukraine partiellement envahie et la Moldavie qui sentait bien le péril à ses portes? Eh bien, de dire, là je mets entre guillemets, puisque c'est le texte officiel du Conseil, ont vocation à adhérer à l'Union européenne. Alors vous allez dire, vocation à, ça ne donne pas une date précise, mais politiquement, ce n'était pas anodin. C'était important de bien le souligner. L'unité, bien sûr, elle va se traduire à travers les votes qui vont sanctionner l'agression russe à l'Assemblée générale des Nations unies et en entraînant beaucoup de pays, puisque là c'est le premier de tous ces votes qui ont eu lieu. Depuis, ça a un petit peu bougé, mais vous n'aviez à l'époque que 5 pays en tout et pour tout qui avaient approuvé l'initiative russe. La Russie elle-même, bien sûr, le Bélarus, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Iran et l'Érythrée. Vous voyez les belles démocraties dont il peut s'agir. Il y a un autre point qui n'était pas peut-être une conséquence de tous ces moments où l'Union européenne s'est révélée beaucoup plus unie et entreprenante qu'on ne pouvait le penser. Il y a eu toute une période où, au fur et à mesure que la construction européenne avançait, ça s'est fait essentiellement à travers les dimensions économiques. On appelait la communauté économique européenne, puis l'acte unique, etc. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup cette phrase de Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. Bon, elle est belle, cette phrase, intéressante en même temps. Et donc, la situation antérieure, c'était la suivante. Quand quelque chose n'allait pas vu à l'aune de tel ou tel gouvernement, il y avait toujours un bouc émissaire. Ah oui, mais c'est la faute à Bruxelles. C'était un leitmotiv, souvent abondamment repris dans un certain nombre de médias, pas tous heureusement. Et par contre, de s'attribuer les mérites de quelque chose de plus positif. Ça, c'était la règle du jeu. Vous avez un beau texte d'un député européen qui s'appelle Lamassoure sur ce sujet-là, où c'est dit avec pas mal d'humour. Eh bien, depuis ce qu'on a appelé le réveil de l'Europe, ce qu'on voit, notamment parce que le monde que l'on vit est davantage incertain, c'est que l'utilité, voire la nécessité d'une Europe unie devient davantage la perception commune. Et non seulement de la part des États qui ont pris des décisions à l'unanimité, mais y compris dans les opinions. Alors il y a des enquêtes d'opinion que diligente assez régulièrement la Commission, et où on voit qu'il y a, ça durera ce que ça durera, vous savez, les opinions peuvent être parfois volatiles, mais comme ce qu'on pourrait interpréter comme la fin d'un certain désamour. C'est ça, évidemment, qui va peut-être retenir beaucoup votre attention aujourd'hui. Donc, après ce moment introductif, quelles questions, grandes questions géopolitiques, nous allons aborder?
Alors les deux premières, elles sont incontournables, c'est les plus essentielles, j'allais dire. Quelle paix et quelle sécurité pour l'Union européenne dans un monde entré dans des affrontements croissants. Donc ça va tourner autour des politiques européennes en matière de sécurité, en matière de défense. La seconde, c'est qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui un contexte économique, financier qui n'est pas facile. Un des forts enjeux que l'on rencontre aujourd'hui, c'est est-ce qu'à l'échelle de la planète, on va vers des attitudes coopératives telles qu'elles sont proposées, parfois initiées par l'Organisation mondiale du commerce, ou est-ce qu'on va, c'est un terme qui est très à la mode dans les journaux ces temps-ci, vers ce qu'on appelle la fragmentation. La fragmentation, c'est de dire, au fond, l'économie, elle va se jouer, se développer, ou tout au moins se maintenir, à travers des grands blocs. Alors il y aurait le bloc européen, il y aurait le bloc asiatique, mais au fond, que par rapport à des économies très ouvertes comme on avait connu, peut-être qu'un certain nombre d'entreprises européennes, par exemple, et on pourrait le prendre aussi pour les entreprises américaines, continuer à faire un tel niveau d'échange avec la Chine, on commence à y regarder à deux fois. Il y a des enjeux très forts autour des matières premières. En matières premières, pensez pas à celles qu'on a tout de suite en tête quand on parle d'un sujet comme ça, les hydrocarbures par exemple. Pensez aux matières premières vitales pour demain. Le lithium par exemple, dont on ne parlait pas il y a 30 ans, ou très peu. Et puis des économies qui vont connaître des besoins massifs d'investissement au fur et à mesure que l'on va avancer dans la transition énergétique, qui est une volonté communément affichée, avec des rythmes qui ne seront peut-être pas toujours ceux que l'on souhaiterait, tout au moins si on a une fibre un peu écolo, mais qui est quand même l'une des grandes questions de demain. Voilà, alors ça sera deux grands sujets, c'est clair. Alors est-ce qu'on a fait le tour? Non. Les autres sujets, je les mets, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément dans cet ordre-là. Et puis ça peut aussi bouger en fonction de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais bouger aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Si tel ou tel me disent « moi j'aimerais bien qu'on aborde ça », j'essaierai d'écouter et de voir si je peux faire quelque chose là-dessus par exemple. Donc quelque chose concernant les enjeux agricoles et alimentaires et la place de l'Union européenne là-dedans, parce que c'est une question à très fort enjeu. Ça avait été un peu évoqué par Hamida Chahouki lors de l'atelier Ukraine à propos des céréales ukrainiennes. Il avait donné déjà quelques éléments de compréhension et des clés de lecture de ça. Donc on y reviendra. Dans l'actualité, vous voyez bien que ça peut être sujet à quelques tensions. Vous voyez que les céréales ukrainiennes entrant en Pologne, par exemple, ça ne faisait pas l'unanimité auprès du gouvernement ultra-conservateur du PiS. Bon, avec la majorité qui se dessine depuis dimanche, on peut penser que ça va évoluer dans le bon sens. Ce qui est sûr, c'est que dans le temps long, si l'Ukraine était amenée à rejoindre l'Union européenne, Union européenne actuelle plus Ukraine, ça serait une des très grandes, voire la très grande puissance agricole à l'échelle du monde, compte tenu de l'importance du secteur agricole ukrainien. Une autre question, parce qu'on touche à des domaines où la géopolitique a à voir, ça concerne tout ce thème des mobilités. Alors, quand on aborde ces sujets-là, vous savez, il faut marcher sur la pointe des pieds ou sur des œufs, parce que, bon, il peut y avoir des opinions assez tranchées sur ces choses-là. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est à regarder, c'est celle des migrations internes à l'intérieur de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de mouvements, et tout à fait légitimes, puisque le propre de l'Union, c'est la libre circulation des personnes, pas que les marchandises. Donc vous avez effectivement des migrations internes dans l'Union européenne qui sont importantes, mais il y a aussi la question des migrations externes, voilà, qui va donner lieu à un débat à l'Assemblée et au Sénat prochainement pour notre pays.
La question, même si on l'aura évoqué un tout petit peu dans le grand sujet des évolutions économiques, quelle Europe verte demain, quelle transition? Vous avez, oh oui, je suis certain, pratiquement tous écouté le discours sur l'état de l'Union de Madame von der Leyen au mois de septembre. Oui, je vois que des doigts qui se lèvent, c'est formidable. Bon, le premier sujet sur lequel elle a planché, et en y accordant pas mal de place, c'est au pacte vert, c'est-à-dire l'affirmation politique, les moyens mis en œuvre pour parvenir à des échéances qui sont 2030 pour les unes, 2035, etc. pour d'autres, à entrer activement dans la transition énergétique. On regardera alors une autre forme de mouvement, c'est l'Union européenne, qui n'est pas un espace figé, et on verra que c'est un espace que l'on peut quitter, et on reviendra sur la question du Brexit, c'est-à-dire le départ du Royaume-Uni de l'Union. Et on essaiera de mieux comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, comment un tel choix démocratique a pu être pris, et on le fera, je vous l'avais annoncé, avec Sue et Bernard Preffol. Mais il y a aussi des pays qui entrent. Alors des pays qui entrent ou qui vont entrer, est-ce qu'il faut l'espérer ou pas, je ne sais pas, on regardera ça en détail. Donc une ouverture vers de nouveaux membres, lesquels, dans quel délai, quelle date, et à travers ça, ça va être aussi de regarder quelles évolutions institutionnelles vont être nécessaires. Quels freins vont se manifester? Évolution institutionnelle, vous savez que selon les domaines de compétences et les domaines dont il s'agit, certaines décisions se prennent à la majorité qualifiée, certaines décisions se prennent à l'unanimité, ce qui est le cas pour des nouveaux membres. Donc vous sentez bien qu'on est sur un terrain qui peut être assez brûlant. Bon, l'accueil par exemple de pays de l'ex-Yougoslavie, mettez-vous à la place de la Grèce par rapport à ses voisins quelque peu turbulents du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, etc. Bon, ils vont avoir des réserves. On peut le comprendre d'ailleurs. Hein. Voilà. Et puis, je vous propose encore un sujet qui serait l'Union européenne et ce qu'on appelle le Sud global. Sud global, bon, en gros, tout ce qu'on appelait à l'époque de 1955 l'esprit de Bandung, hein, et qui est repris avec, en partie avec la question des BRICS. S'il y en a qui sont passionnés par le sujet, vous avez peut-être repéré dans le planning que demain, il y a dans les questions d'actualité quelque chose sur les BRICS, qu'on fera avec Frédéric et moi-même. Alors, j'ai mis des numéros à des têtes de thèmes ou de chapitres, seulement, c'est pas toujours si facile que ça de les scinder. Alors j'ai pris à travers une caricature, exprès de voir que les questions géopolitiques sont liées entre elles. Vous voyez, ce espèce de symbole de char d'assaut à propos de la guerre du Golfe, et puis avec une pompe à essence à l'arrière, c'est-à-dire que les questions de sécurité militaire bien, sont assez liées ou corrélées avec les questions énergétiques. Bon, on essaiera néanmoins d'arriver à bien s'en sortir. Alors, j'ai parlé du discours de Madame von der Leyen. Tous les ans, vous vous souvenez qu'il y a un discours sur l'état de l'Union, c'est un peu imité de ce qui existe aux États-Unis. C'est la même chose devant le Parlement européen. Elle fait un état des lieux et puis elle présente les grands objectifs. Alors les voilà, donc le pacte vert, bon, et avec la poursuite d'un chantier législatif pour avancer dans la mobilisation de moyens pour réaliser un tel plan. Bon. Elle a parlé ensuite de l'élargissement de l'Union européenne, et là, c'était audacieux de sa part, et courageux en même temps. Elle a annoncé qu'il faudra avancer sans attendre la modification de tous les traités existants, parce que sinon on n'y arrivera pas, et notamment à propos de l'unanimité. Alors elle l'a cité en parlant notamment de l'Ukraine et de la Moldavie. Qu'est-ce que l'on trouve dans son propos ? Une attitude qui contraste avec certains voyages de chefs d'État ou de gouvernement à Pékin,
qui essaye toujours de rester tout sourire avec le gouvernement chinois, elle a mis les pieds dans le plat, notamment vis-à-vis de Pékin. Alors c'est à propos, voilà, vous avez peut-être les titres dans la presse. Automobile, Bruxelles défie Pékin. Alors de quoi il s'agit? C'est simple. Dans une voiture électrique de gamme moyenne chinoise, dont le prix pourrait être autour de 20 000 euros ou 25 000 euros, peu importe, il y a pratiquement 7 à 8 000 euros d'argent public chinois. Ce qui, vous conviendrez d'abord, est une distorsion totale par rapport aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et qui est une concurrence complètement déloyale. Pourquoi les Chinois font ça? Pour prendre des parts de marché dans un secteur d'avenir, c'est pas très compliqué. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a dit dans son discours? Eh bien, je diligente une enquête en sachant qu'à terme, cela se traduira, alors se traduira ou se traduirait, parce que maintenant il va y avoir une phase de négociation, se traduirait par une taxation des dits produits quand ils entreront dans l'Union européenne. Logique. Seulement, à Pékin, c'était des hurlements, les titres de la presse. Alors vous lisiez peut-être pas forcément le chinois, mais il y a China Daily, qui est l'organe du gouvernement en langue anglaise. C'était une honte, l'Europe ne refuse la libre circulation des marchandises. Quand les Chinois réagissent d'abondance, en perdant un tout petit peu de flegme, ça veut dire que quelque chose a été touché. Touché au but. Donc je reviens, une attitude ferme envers Pékin. Au passage, d'ailleurs, pas trop son affaire, parce que dans ce secteur d'activité, les Allemands qui sont des exportateurs très très importants, il sait très bien qu'une partie des modèles, en particulier plutôt haut de gamme, de Mercedes, BMW, Audi, etc., est encore vendu assez largement en Allemagne. Donc lui, il n'a qu'une crainte, c'est qu'il y ait une mesure de rétorsion qui s'exerce contre et qui aura un impact sur les industries allemandes. Alors, elle a parlé de la réforme du marché européen de l'électricité. On touche au but. Vous avez vu qu'il y a eu à peu près quelque chose où on s'est entendu entre Français et Allemands, et sur un plan qui avait été remanié à plusieurs reprises par l'Espagne, puisque l'Espagne, c'est eux qui assurent la présidence pour 6 mois de l'Union. Et donc là, on semble déboucher, et notamment sur cette question d'avoir un prix stable de l'électricité qui soit clair pour les consommateurs, pour les entreprises, etc. Bon, il y avait un bras de fer parce que derrière ça, c'était quelle mobilisation de fonds publics il y aurait pour le nucléaire. Les Allemands ne voulaient pas en entendre trop parler, penchant, et on peut le comprendre beaucoup plus pour les énergies nouvelles, bon, les énergies vertes, et la France qui a un gros parc. Alors, ce n'était pas pour les nouvelles tranches, peut-être que le débat était vif, c'était pour la maintenance des centrales nucléaires existantes, pour les prolonger de 5 ou 10 ans, ce qui faciliterait bien les choses, pas seulement chez nous, mais pour l'approvisionnement d'énergie de l'Europe, qu'on appelle le mix énergétique. Et puis la réforme de la politique migratoire, bon, il y a un texte qui est assez avancé et qui peut-être pourra arriver à un certain consensus, mais qui n'est pas très facile parce qu'il y a un certain nombre d'États où on a des gouvernements, bon, on va pas se fâcher, mais un peu tendance un peu populiste, quoi, comme on l'a un peu en Hongrie, par exemple, et puis qu'on avait jusqu'à il n'y a pas très longtemps en Pologne. Alors, quand j'ai commencé à préparer, et puis avant d'entrer avec vous dans... Eh bien, les compétences réservées aux États, elles s'amenuisent quelque peu. Vous en avez 2 exemples récents. Les politiques de santé publique, on a vu après avec l'affaire de la Covid, qu'à la demande des États, la Commission s'était emparée de ce sujet-là parce qu'il y avait urgence, il y avait des besoins de mettre en commun les connaissances et les moyens financiers. Et vous avez un phénomène qui est plus récent et encore peut-être plus significatif parce que c'est un domaine régalien par excellence, c'est la défense. La défense, mais qui aurait pu penser, il y a ne serait-ce que 3 ans, qu'il y aurait un fonds européen de défense, alors qui sert bien sûr pour la guerre en Ukraine, mais
Jusque-là, c'était quelque chose qui était complètement considéré comme irréaliste. Or, on en est là. Alors, ça ne veut pas dire que tout va avancer dans ce domaine-là. Il y a des domaines qui vont rester des points délicats. J'en prends une, vous y réfléchirez à loisir. Est-ce que la force de dissuasion, il n'y en a qu'un pays qui est doté, c'est la France, parmi les 27. Est-ce que ça doit progressivement passer à une compétence européenne? Pas simple comme question. Bon, pour l'instant, c'est certainement trop tôt, mais voilà un type de choses qui pourrait évoluer. Alors qu'on est vraiment dans des compétences jusque-là considérées comme totalement réservées aux États. Dans la voie diplomatique, il n'y a qu'un pays de l'Union qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que le siège doit rester exclusivement un siège français? Est-ce qu'il pourrait devenir à terme un siège européen dans le cadre d'une structure politique qui serait davantage confédérale qu'aujourd'hui? Voilà des questions. Alors vous les connaîtrez peut-être quand vous serez un tout petit peu moins jeune, mais vos enfants peut-être les connaîtront, ces questions-là. Qu'est-ce qu'il observe aussi, Jean-Dominique Giuliani? J'ai fait allusion la fois dernière, c'est que le débat entre fédéralistes et souverainistes, il est derrière nous. Il est derrière nous, parce que si on regarde sur le temps long, les 75 ans d'histoire de l'Europe, l'Europe, elle est bien plus fédérale que ce que les plus accros du fédéralisme pouvaient espérer il y a 50 ou 60 ans, c'est vrai. Et dans le même temps, eh bien, elle est respectueuse de l'identité spécifique de chaque État. Bon. Donc il n'y a pas de quoi se livrer à des querelles qui n'ont pas forcément leur raison d'être. Alors, ce qui nous montre, après on va arriver au terme de la problématique qu'il pose, c'est que dans ce monde en mutation, on va retrouver dans son propos des choses qu'on a déjà évoquées. Il y a de nouveaux acteurs, l'Asie, les BRICS, tout ça c'est exact, qui montre qu'on est dans un monde en mutation. Bon, pas de problème. Il est très frappé, et je crois qu'on peut l'être avec lui, sur des choses qui tournent autour du retour des nationalismes et des populismes. Alors nationalisme, l'empire russe de Poutine, en voilà un bel exemple, un empire autocratique qui fait un retour très marqué vers des postures nationalistes. Mais en Europe même s'il y a unanimité, vous sentez bien que certains courants populistes notamment, eh bien, agitent fortement la fibre nationaliste dans des temps où on pense que la patrie, la nation, c'est ce qui assure la pérennité de la société et des structures étatiques. Ah, ma grimace, vous voyez que c'est pas forcément ma tasse de thé, mais enfin, peu importe. Également, on voit apparaître des régimes autocratiques, alors pas seulement les plus célèbres, Chine, Russie, etc., mais également ceux qu'on appelle les régimes illibéraux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le contraire de libéraux. En façade, ce sont des démocraties, mais on fait tout ce qu'on peut pour aller dans le sens de l'imitation. Avec le PiS en Pologne, vous aviez, par exemple, quelque chose qui était une grave entorse à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Clair. Du coup, d'ailleurs, vous savez quelle était la politique de l'Europe et la Commission qui signifiait au PiS vos 32 milliards, tant que ça sera comme ça, vous n'aurez pas un sou. Alors ça devrait se débloquer normalement dans les jours, semaines ou mois qui viennent. Et les chers Polonais, ils en ont bigrement besoin d'ailleurs. Donc ça serait assez sage d'évoluer dans le bon sens. En même temps, quand on a vu la croissance de ces types de régimes un peu à la lisière, tendance autocratique, la main sur les organes de communication, les télévisions, l'imitation des pouvoirs judiciaires, etc., ça semblait être une sorte de phénomène comme une lame de fond.
Et je trouve que ce qui s'est passé dimanche et un peu avant, c'est génial. Vous avez vu à Varsovie, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue pour signifier qu'ils voulaient autre chose comme forme de légitimité que ce que depuis 7 ans le PiS avait mis en place en Pologne. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a une réaction de la société civile qui, non, on manifeste qu'on n'est pas d'accord. Et là, le fait d'avoir une trentaine de sièges de majorité, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour avoir un changement de gouvernement. Bon, ça, on l'avait déjà vu, une Union européenne sans ennemis, 3 points de suspension. Giuliani est aussi quelqu'un qui est très sensibilisé par les questions des révolutions du futur, et notamment dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle, et en disant c'est des domaines qui vont avoir des conséquences géopolitiques. Vous pouvez les relier, ces questions-là, avec les nécessaires politiques de défense européennes. C'est toute la place de ce qu'on appelle les cyberattaques et choses comme ça. Bon. Des conflits asymétriques, quelquefois on dit ça fait très bien, sans que je sens toujours très bien la portée du verbe, du mot plutôt. Et puis la nécessité d'un nouvel ordre respectueux de l'environnement, ça d'accord. Alors, le premier élément de la problématique, et on va s'y référer, pas totalement mais en partie, c'est une question en termes de problématique qui est transversale ou horizontale. C'est comment, pour l'Union européenne, dans les mois et les années qui viennent, être dans une posture de bien répondre aux défis de l'efficacité. Défis de l'efficacité, alors là-dessus, il a mis un certain nombre de termes et qui sont fondés. Il va falloir des procédures qui permettent plus de rapidité de réaction, une Europe qui soit plus dans l'anticipation, dans l'imagination. Et c'est un défi que les autres grandes puissances ont également à relever. C'est peut-être pas propre à l'Europe. Mais ce qui est clair, et repenser à ce que la présidente de la Commission disait dans le discours sur l'état de l'Union, il y a des procédures qu'il faut accélérer, et puis, par exemple, sur des sujets comme l'élargissement, on ne va pas attendre de refaire des traités, de les ratifier dans 27 États, dans tous les parlements, ce qui prend beaucoup trop de temps. Il va falloir avancer, y compris en tordant un peu le cou aux procédures telles qu'elles existent aujourd'hui. Ce sera difficile. Quelque chose qui est assez intéressant, on peut le relier à la question qu'on a évoquée tout à l'heure des voitures électriques chinoises. C'est la question de la souveraineté européenne opposée à un mercantilisme naïf. Alors mercantilisme, le libre-échange, c'est beau, c'est ce qu'il faut, pour les consommateurs c'est parfait, ils achètent un meilleur marché, tout est bien ainsi, donc voilà. En Europe, un pays très typiquement sur cette ligne-là, c'était les Pays-Bas. Ils ont un peu bougé ces derniers temps. Et la question, c'est celle de la souveraineté européenne. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, et de dire, écoutez, dès lors que vous ne respectez pas les règles du jeu en termes de concurrence, moi je vous mets une taxe à l'entrée dans l'Union européenne de vos voitures électriques. Ça veut dire qu'on affirme une souveraineté face à un courant qui a été très porteur dans le libéralisme, qui est de dire, ouh là là, on ouvre les frontières, c'est très bien comme ça, plus on fera d'échanges, ça sera très bien, etc. Avec un risque qui est celui de voir que l'un des moteurs du développement de la planète, ça avait été précisément la multiplication des échanges. Il ne faut pas oublier que même si on nie beaucoup de mal, assez souvent à juste titre, de la mondialisation qu'on a connue jusque-là, notamment par rapport à certains pays du Sud, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même permis la sortie de l'extrême pauvreté de 830 millions de personnes dans le monde, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire ceux qui sont à moins de 1,95 $ par jour. Donc effectivement,
ça a été peu respectueux de la planète, mais en termes de richesse dont l'ensemble de la planète a pu profiter, inégalement j'en conviens, eh bien il y a quand même eu des résultats assez intéressants. Bon, Giuliani parle des investissements stratégiques. Là aussi, c'est sûr que l'Europe sera moins naïve qu'auparavant. Elle l'est déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez des anecdotes qui avaient marqué quand Casco, Cisco, pardon, je confonds, la grande entreprise chinoise de transport maritime, bon, à peu près le niveau de la CGM chez nous, elle fait beaucoup de commerce par conteneur, comme toutes les compagnies maritimes, et elle s'était offert eh bien, une grande partie du port de Hambourg. Ouais. Contrairement à l'avis du ministre compétent en Allemagne, contrairement à l'avis de son Parlement, et effectivement, voilà le type même d'investissement où il y a nécessité, au nom d'une forme de légitime souveraineté, à dire aux Chinois, écoutez, vos produits d'électronique, on vous les achète, il n'y a pas de problème, il y a volontiers, etc. Mais prendre un investissement de ce type-là chez nous, qui représente une des portes d'entrée essentielles de l'Europe, non, on n'est pas d'accord. Donc, vous irez investir dans d'autres champs. Peut-être vous vous souvenez, c'est pas si vieux que ça, cette histoire, vous l'aviez vu. Ah, un point, alors, vous allez me dire que cet auteur que j'aime bien et moi-même, on n'a pas forcément raison, et vous auriez raison. Alors, je m'explique. C'est le débat qui est assez développé aujourd'hui entre développement, la poursuite du développement à un rythme pas soutenu, bien sûr, comme ça a été le temps du temps des Trente Glorieuses, avec est-ce que c'est compatible avec ce que j'aurais pu mettre entre guillemets, la prudence qui règne de plus en plus dans les législations et les réglementations, qu'elles soient nationales ou européennes. Le texte pour la réglementation des produits à risque, pas tellement les produits Céveso, mais tout ce qui était sur l'alimentaire, tous les produits qu'on peut utiliser en agriculture ou autre. Le document de l'Union européenne qui traite de ça, il fait 5000 pages. Ce qu'on appelle l'acharnement textuel. Oui. Alors, le principe de précaution, c'est un bon principe. On va dire, après tout, qu'un système de gouvernance qui accorde une place légitime à cette dimension-là, qui pourra en faire le reproche. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à un niveau d'éléments de textes, de réglementation, de lois, de directives, etc., qui fait que pour une entreprise, ça devient de plus en plus compliqué de maîtriser tous ces éléments-là. Bon, alors vous allez dire, oui, c'est pour la bonne cause. Pour ça, je laisse ce dernier point un peu ouvert, mais sachez en tous les cas que dans l'ensemble du milieu entrepreneurial, peut-être pas les plus grands groupes, parce qu'ils ont une armée de juristes, mais pour des entreprises plus moyennes, c'est une vraie question. Alors là, on vient sur une problématique qui est liée à une thématique qui est celle de la sécurité. Bon. Alors, pris au sens large, ça peut être aussi bien des questions de défense que des questions d'énergie ou des choses comme ça. Donc, on n'est pas exactement dans la même horizontalité que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui pointe? Déjà qu'il y a des choses intéressantes qui se sont passées pour clarifier les choses à l'échelle de l'Union européenne. C'est l'adoption de ce qu'on appelle la boussole stratégique. Alors, la boussole stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est un texte d'orientation où les 27 se sont mis d'accord pour voir quelles sont les menaces, quels sont les risques, quelles sont les manières de les appréhender, comment on peut les analyser, à quel type d'échéance ça peut poser problème ou pas. Vous voyez un peu? C'est-à-dire se donner un élément où on parle le même langage et où on comprend entre nous, à 27, que ça, c'est un risque commun pour
eh bien, l'ensemble de l'Europe. Il y a une question qui ne m'a pas abordée jusque-là encore, c'est celle en termes de sécurité, des liens entre l'OTAN, donc vous savez, les journaux en ont beaucoup parlé, de son article 5, qui est la clause qui prévoit qu'un membre de l'OTAN est attaqué, eh bien, tous les membres de l'OTAN le défendent. Bon. Sinon que la persistance ou la poursuite de cette option, enfin c'est pas une option, de ce choix qui a été fait dans le texte qui crée l'OTAN, on n'est pas du tout certain qu'une nouvelle administration américaine le garderait dans l'avenir. Donc il y a quand même une question, et donc qui fait référence en matière de sécurité, c'est quel type de lien entre l'OTAN et l'Union européenne, sachant que les membres de l'Union européenne n'ont pas le même regard. Et c'est tout à fait compréhensible. Prenez des pays qui sont tout à fait à l'est de l'Union européenne, c'est évident que pour eux, même si on s'est mis d'accord sur quels sont les risques, quelles sont les menaces, pour eux, qu'est-ce qui garantit à leurs yeux leur sécurité? C'est le parapluie américain, c'est clair. Et encore une fois, qui pourrait leur reprocher? Bon. Alors, certes, dans le traité de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne, il y a un article moins connu que l'article 5 de la Charte de l'Atlantique, qui est l'article 42 alinéa 7, qui prévoit une assistance militaire quand un membre de l'Union est attaqué. Seulement, en termes de défense, l'Union européenne n'a pas encore accès, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, les choses bougeront, mais n'a pas la même crédibilité dans des conflits à l'échelle de la planète avec d'autres grandes puissances que les États-Unis. Alors, pour aller dans ce sens-là, est-ce qu'on peut aller vers une attitude commune? Une attitude commune, ça veut dire au-delà de la définition des risques, c'est est-ce qu'on va se doter d'une industrie d'armement européenne, pour prendre un exemple qui est très significatif. C'est-à-dire se mettre d'accord sur un type d'armement qu'on va fabriquer en commun, c'est le même. Or là, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est très férus de nos rafales, et beaucoup de pays d'Europe disent le F-35 c'est bien mieux, etc. Voilà une réalité qui n'est pas une attitude commune, on peut l'observer. Et puis il y a une autre question qui, peut-être à certains égards, peut faire référence à ce qu'on a vu l'an dernier, notamment au mois de mars, quand j'ai fait une intervention sur Ukraine-Taïwan, même combat, c'est la tension entre les deux grands, c'est-à-dire États-Unis et Chine, par rapport à Taïwan. C'est évident qu'une administration américaine, même démocrate, qui serait amenée à avoir un certain niveau d'engagement, une guerre, mais un certain niveau d'engagement plus élevé qu'aujourd'hui dans le détroit de Taïwan ou dans la mer de Chine méridionale ou auprès des îles Sakhalin, entre le Japon et la Chine, il va être demandé aux Européens, donc là, et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, hein? D'autant que, encore une fois, ce vaste espace Indo-Pacifique, on rappelle que c'est un espace maritime où l'Union européenne a de très loin la plus vaste zone économique exclusive du monde. Voilà des types de questions qui seront pas celles de 2023-2024, mais qui pourraient venir plus tard. Vous savez, les délibérations au sein du Parti communiste chinois, ce qu'on en connaît, il ne faut pas probablement attendre 2049, vous savez, pour fêter le centenaire de la prise du pouvoir par le Parti communiste à Pékin, pour qu'il y ait, sous des formes différentes, blocus ou autres, des choses un peu tendues qui se passent dans le détroit de Taïwan. C'est qu'une opinion, vous en faites ce que vous voulez. Le défi de l'élargissement, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est comment concilier une réponse politique claire et qui ne peut pas être éternellement différée. Vous savez, ceux qui sont dans la salle d'attente, on en a déjà parlé, des entrants, évidemment, il y a toujours
encore des domaines, les juristes sont très forts pour les pointer, où ils ne sont pas complètement dans les clous. D'accord. Seulement, il y a un moment où la réponse à leur demande, elle est du domaine politique. Domaine politique, bon, vous n'êtes pas nickel, d'accord, mais néanmoins, ok, on y rentre. N'imaginez pas que dans la période du début des années de ce siècle, quand les pays qui étaient sous l'orbite de l'Empire soviétique jusqu'en 91 sont entrés, tous ces pays, depuis la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, etc., ils étaient complètement nickel par rapport aux règles européennes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il y a eu une option politique qui a été de dire, oui, pour nous, Union européenne, c'est important qu'ils rentrent dans l'Union. Voilà. Alors, il y a un peu d'habileté et beaucoup d'hypocrisie de part et d'autre. Pour un cas un peu particulier, c'est la Turquie qui doit bien demander depuis 30 ans à rentrer. Mais, à vrai dire, en Europe, je ne suis pas sûr qu'il y ait foule pour dire venez, venez. Et c'est pas sûr que les Turcs y tiennent tant que ça. Bon, une interprétation. Alors, l'autre point, un défi, ça va être comment gérer le mieux possible une union à 35 ou 36 membres. Bon, 27, on a parfois un peu de mal. Bon, il n'y a pas forcément lieu d'être totalement pessimiste par rapport à ça. Parce que, à la limite, on voit que souvent le sang neuf qui arrive avec certains pays redonne politiquement un peu une sorte de goût de l'Europe, en quelque sorte. C'est ce qui s'est passé avec ceux qui sont arrivés, notamment. Vous vous souvenez quand je vous ai montré la carte est-ce qu'on se sent appartenir à l'Europe? Vous avez vu que les nouveaux entrants, ils étaient bien plus accros que nous à être européens. Bon, donc, peut-être que ce sera ce qui se passera. Voilà, je ne vais pas commencer les étapes de la construction parce que il reste 1 minute, mais peut-être que ce sera démarrer tout de suite. Voilà, et donc on se retrouve non pas en novembre, mais mercredi prochain. Voilà, au revoir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.